palais de l'Unité où s'est tenue cette semaine la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, le corps diplomatique et les organisations internationales représentées à Yaoundé et les corps constitués nationaux. On a décrypté pratiquement toutes les images de cette cérémonie, notamment la partie consacrée aux corps constitués nationaux. Il y avait des poignées de main et la presse au lendemain de cette cérémonie a interrogé est-ce qu'il s'agit là des dernières poignées de main ou la dernière poignée de main entre le président Biya et les ministres qui étaient présents. Monsieur, on commence par les absences qu'on a observées pendant cette cérémonie. Valérie Bessala, il n'y avait pas le président de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas le président du Sénat. C'est les vice-présidents qui ont conduit les délégations de ces institutions. Le Conseil économique et social, là on comprend, le président est décédé, mais on a vu un Conseil économique et social réduit à 2 ou 3 membres seulement. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le président de la République lui-même de sentir qu'il y a des vides qu'il faut combler ou on avance? On ne donne pas l'occasion à un prince. Le prince connaît ses occasions et il les saisit en temps opportun. Lorsque l'opportunité lui permet, et la météo de sa propre politique qu'il façonne lui permet de le faire. Je crois que votre question est assez... elle est à la fois intuitive, mais elle nous permet aussi de rentrer dans des choses que personne peut-être ne veut dire. Nous sommes dans une république des absences. Et ce n'est pas hier ou avant-hier qu'on va le dire. La république des absences. La république des absences. Et je vais être peut-être un peu plus méchant, la république des morts. Donc nous savons qu'il y a des ministres qui sont morts depuis, qu'on n'a jamais remplacés. Et alors, il y a des malades qui viennent à chaque fois à la session de mars au Sénat. Il y a un malade qui vient, il se fait réélire et puis il va se coucher à nouveau dans une civière en Europe. On m'aurait même dit qu'il est cette fois-ci en Russie. Vous voyez, c'est de lui que vous parliez au niveau du Sénat. Il n'était pas là. Il y a un autre qui est arrivé quand même à Yaoundé pour cette présentation de vœux, mais apparemment son corps l'a rattrapé. Et on ne l'a pas vu aussi là-bas. Je parle du président de l'Assemblée nationale. Même à la cérémonie qu'il avait annoncé lui-même à l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président qui a reçu les vœux en son nom. Mais il est quand même rentré à Mora, je crois, hier ou avant-hier. Vous voyez, c'est de que vous vouliez parler. Alors, moi je rentre après la République des malades, des morts et des absences, pour dire que ce qui, moi, je vais d'abord prendre ça comme ça, ce petit volet, et revenir après sur le reste. Ce qui, moi, m'a un peu intrigué, c'est le choix du président. Le choix du président de parler à certains et de ne pas parler à d'autres qu'on connaît quand même assez éminents. Le plus important, c'est lorsqu'il a fini la poignée de main. Je vois qu'il s'est arrêté longtemps auprès du clergé. Ensuite, devant le DGSN, M. Bargangere. Et ensuite devant le ministre de la Défense. Au MINDEF, oui. J'enlève le clergé. Mais le premier symbole... Et même Jean Côté. Le premier symbole, merci beaucoup, disons aussi le secrétaire général de son parti, le premier symbole, c'est que le président, justement, on l'a déjà dit plus d'une fois, et ça nous a encore réconforté dans cela, a des figures qu'il reconnaîtrait même dans son sommeil. Tout à fait. Vous voyez? Mais les autres ne les connaissent plus. Il ne les connaît plus. Donc, il manque de repères même dans la reconnaissance même de son personnel politique. Il manque de repères. Et les repères qu'il nous a montrés à travers ses arrêts majeurs en sortant de la poignée de main montrent effectivement que tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre sécurité. J'ai dit le DGSN, j'ai dit le MINDEF. C'est tout. Et si vous dites déjà que tout ce qui intéresse un prince, c'est sa propre sécurité, alors vous êtes dans l'égoïsme managérial, vous êtes dans l'égoïsme politique. C'est-à-dire que la sécurité d'un prince, c'est d'abord son propre pouvoir. C'est-à-dire que ce qui aide à le maintenir en place, c'est cela qu'il connaît. Et pourtant, ce qui l'aide à le maintenir en place, ce n'est pas eux qui produisent des richesses. Vous voyez? C'est le ministre des Finances, c'est le ministre de l'Économie, c'est le ministre du Commerce, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est le ministre de l'Élevage, je peux en citer. Vous comprenez? Je reste seulement sur ces quelques éléments pour vous comprendre. Mais je vais plus au fond quand même aussi. Parce que moi, j'ai vu encore une guerre... excusez-moi, hein, une guerre des lits. Une guerre des lits, LIT. J'étais impressionné par le fait que, depuis que moi j'observe les présentations de vœux, je n'ai jamais vu l'office du président que nous connaissons venir lui serrer la main.
Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas, je parle de mémoire, je ne sais pas si quelqu'un ici s'en souvient. Vraiment, vous me corrigerez. Vous comprenez? Peut-être qu'il ne se retrouve pas dans une des délégations. Non, non, non. Je pense que mes aînés qui sont là peuvent me corriger. Vous comprenez? Mais nous avons vu une chose quand même qui devient de plus en plus récurrente. Le premier lit de la cuisine, qu'on nous offre déjà à la SNH, ils reçoivent le vice-président de Guinée équatoriale avec l'épouse du PDG, que je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu là-bas, où veut, parce que l'épouse du PDG? Non, le PDG, l'ADG, il est même ADG, l'ADG de la SNH, vous voyez? Alors, on le sert déjà. On voit un président arriver au Cameroun, on le voit derrière, là, on l'expose. On voit le chef de l'État aller à l'extérieur pour un voyage officiel au privé. On le voit et partout. Mais je l'ai vu. On l'a classé dans la lignée des hommes d'affaires. Les opérateurs économiques. Alors, je le dis parce que... Parlez de Frank Hetz. Je le dis, c'est vous qui prononcez son nom. Frank Hetz. Je le dis parce que nous sommes, j'estime, et je crois, comme je me bats pour la jeunesse tous les jours, je leur dis, le danger peut venir d'ailleurs, là où nous ne savons pas. Vous voyez? Et ici, cette affaire-là est très dangereuse. Je parlais du fils aîné du président parce que je crois que lui-même il fait des affaires. Nous savons qu'il fait des affaires. Mais il n'a jamais infiltré. Je dis bien infiltré. Ou alors il ne s'est jamais fait infiltrer dans les rangs de ceux qui serrent la poigne à son père lors de la présentation des vœux. Alors, cela peut-être peut passer inaperçu. Les gens le négligent, mais vous savez, d'ailleurs vous êtes un homme de communication, un journaliste, vous savez, d'ailleurs je crois que voilà le professeur Billet qui est aussi là, c'est son métier, il enseigne cela. La meilleure façon d'imposer un phénomène à une cible, c'est de l'habituer à voir le phénomène. Vous comprenez? S'il s'agit d'un individu, s'il s'agit d'un visage, s'il s'agit de la musique, d'un son, il faut juste l'habituer à l'entendre partout. Il finira par l'aimer au cas où il le détestait. Vous comprenez? Voilà là où nous allons. C'est-à-dire que... Et j'ai vu comment... même ceux qui étaient là, le journaliste a fait un vide. C'est-à-dire le journaliste a serti, puisqu'il commentait, il présentait, voilà tel qu'il vient, il serre la main au président. À son niveau, on a fait un vide. Et vous savez, en tant que journaliste, que lorsque vous commentez quelque chose et que vous effacez le commentaire, vous évitez un commentaire sur une figure, il y a un problème. Il y a un problème. Donc je ne voudrais pas, pour moi cette présentation de vœux, moi j'aime beaucoup les signes. Vous savez, le président est déjà un monsieur absent du peuple camerounais, du bien du peuple camerounais, du management de l'État. Et donc la meilleure façon pour moi de le lire, de le voir et de le sentir, c'est de l'observer. Et pour sortir et dire que la jeunesse doit faire attention. La jeunesse doit faire attention parce que ce qui se passe aujourd'hui actuellement au Cameroun, et je crois que nous allons encore le voir, le phénomène je l'évoque comme ça, hein, je ne continue pas, mais je pense qu'avec le temps vous comprendrez pourquoi je l'évoque aujourd'hui. Ces 7 prochaines années seront des années encore un peu plus compliquées pour la jeunesse, et surtout avec ces phénomènes que nous sommes en train de voir. D'accord. Le monsieur dont vous venez de prononcer le nom, je crois que son nom est sorti dans les affaires de la Cannes, les Cannes Gate, les gens qui avaient Piccini, qui avait pris certains marchés, qui avait sous-traité certains marchés dans les stades. Son nom est ressorti dans les affaires du port autonome, le Douala, chez M. Léné Limbi. On l'a vu. On l'a retrouvé déjà à la SNH. C'est-à-dire que recruter d'abord, ensuite l'a créé une affaire où ils sont devenus tous des pétroliers, et ainsi de suite. Il y a des noms qui ressortent même à l'est de la Bâche, les Nébilés, dans les affaires de l'or. Et le nom ressort maintenant dans une nouvelle entreprise, c'est Star, qu'on a créé justement avec la dame qui gère le pétrole en sous-traitance illégale à la place de l'ADG que le Cameroun connaît, c'est-à-dire M. Moudiki. Merci. Alors, je ne voudrais pas que la jeunesse, qu'on intègre dans l'esprit de la jeunesse, qu'on peut légitimer une certaine imposture de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui n'ont jamais rien donné au Cameroun, de ceux qui ne se battent pas au quotidien, et penser que ceux qui souffrent, que l'on voit au quotidien, cette jeunesse-là, qui est vilipendée, qui est insultée par les aînés qui pensent qu'en fait le temps de la jeunesse ne viendra jamais et qu'on pense qu'en fait c'est comme cela qu'on va les introduire et pour qu'ils viennent encore faire comme leur père ce qu'on a subi déjà depuis 43 ans. Professeur Olivier Billet, sur ces signes qu'on a observés à la présidence,
il y a eu les absences d'abord de très hautes personnalités, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. On a dit le Conseil économique et social, on peut comprendre, même si on peut interroger également la durée de cette vacance-là à la tête du Conseil économique et social. Est-ce que Valère n'est pas en train de vous donner raison? Écoutez, je ne vous le fais pas dire. Je crois que l'analyse de Valère Bessalla, qui est une analyse froide de la situation de notre pays, au fond, me conforte dans ce que j'ai mis sur la table des membres du Conseil constitutionnel. En réalité, il parle des absences, il parle des disparitions, il parle des silences, etc. Il s'agit c'est de ça qu'il est question. Je crois quand même que, vous savez, Jean-Jacques Zé, il arrive un moment où dans un pays, il est bon que les citoyens se ressaisissent et que les citoyens, dans leur globalité, dans leur entièreté, c'est pas une affaire de parti politique, c'est pas une affaire du temps de Limbi Lobé ou de Valère Bessalla, d'Olivier Billet ou de Onangili, non. C'est une affaire qui concerne un pays tout entier. Et moi je peux vous dire qu'un pays qui fonctionne au ralenti ne peut pas demander à des jeunes, on parlait de football tout à l'heure, d'être super performants sur les terrains de football. Tout simplement parce que la performance des acteurs au sommet, qui dirigent les conseils régionaux, comme mon frère Aîné Bikoro, qui sont à la tête d'un gouvernement, etc., qui sont à la tête d'un État, ces performances-là sont, je dirais, ont des conséquences directes sur les performances du reste de la nation. Absolument. Et donc, il me semble qu'il était absolument indispensable de faire observer quand même à nos concitoyens que Jean-Jacques Zé, bon, le président venait d'être réélu, il a prêté serment le 6 novembre. Moi, je veux bien qu'il continue à gouverner le pays jusqu'à 120 ans. Mais même si, évidemment, c'est une aberration qui est déjà d'ailleurs factuelle devant nous. 92 ans, c'est comme le disait Limbi Lobeto, un homme de 92 ans ne dirige pas un pays. C'est juste pas possible. C'est juste inacceptable. C'est juste inconcevable. Même chez nous, Africains. C'est des gens qui sont établis dans une logique de sagesse et qui reçoivent la jeunesse pour leur prodiguer des conseils, etc. Et donc, maintenant, si les gens veulent enfreindre et bafouer cet ordre naturel des choses, je leur dis tout simplement que, mais au moins assurez-vous que vous avez donc la compétence, la capacité, l'aptitude nécessaire pour le faire. Et que si précisément vous n'êtes plus capable de mobiliser les aptitudes à la fois physiques, morales, psychologiques, etc., et même mentales pour le faire correctement, si vous n'êtes pas capable de tenir un conseil des ministres chaque semaine, comme cela se fait dans les pays les plus normaux du monde, si vous n'êtes pas capable véritablement de présider le Conseil supérieur de la magistrature, qui depuis 5 ans ne se tient pas, le système judiciaire étant lui-même dans une logique de paralysie absolument incroyable, si au niveau même du gouvernement, vous avez une situation où le chef de l'État, et là, Jean-Jacques Zé, c'est d'une gravité absolue, depuis 2019, n'a plus réalisé de mouvement ministériel, c'est presque 7 ans, c'est-à-dire un mandat tout entier. Mais pour ceux qui rêvent d'un gouvernement qui va être présenté dans les prochains jours, je leur dis, s'il n'a pas pu le faire en 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'il puisse le faire là? Il s'est passé quoi? Il s'est rien passé. Le lendemain d'une élection, par exemple. Mais écoutez, il y a eu combien d'élections depuis 2019? Nous avons eu les législatives et municipales en 2020. Les sénatoriales. Nous avons eu les sénatoriales, nous avons eu pléthore d'élections entre les deux. Et comme chacun le sait, de manière naturelle, même dans les démocraties les plus archaïques du monde, eh bien il se trouve que les remaniements ministériels sont opérés lorsque, précisément, lorsque l'on sort de ces élections-là, à la seconde, ou dans les jours qui suivent, les remaniements sont effectués. Mais dans le cas d'espèce, nous voyons bien que, au fond, et c'est là-dessus que j'ai voulu attirer effectivement l'attention des membres du Conseil constitutionnel qui, conformément à notre Constitution, c'est eux qui ont la responsabilité de pouvoir agir à ce niveau-là. C'est pas moi qui peux actionner l'article de la Constitution qui permet de réaliser, de constater d'abord cet empêchement définitif dont nous parlons, dont la Constitution parle, en vue de cet impeachment qui aujourd'hui me paraît absolument inéluctable. D'accord. Et donc, il faut dire une chose, c'est que
il y a d'ailleurs un risque de pourrissement, comme le disait effectivement Valère Bessala tout à l'heure. C'est-à-dire que les incapacités déjà enregistrées par le passé, elles ne vont que s'intensifier. Et la logique des très grandes instructions va continuer à alimenter cette espèce de défiance à l'intérieur du système gouvernemental, au point où on va se retrouver dans une crise qui va être encore plus exacerbée au sein de l'appareil gouvernemental et du système dirigeant d'une manière générale. Mais de manière extrêmement simple, ce que j'ai voulu dire, c'est que le président de la République n'a plus la compétence, l'aptitude symbolique. Vous savez que le pouvoir, il a cette dimension, il y a une dimension onctionnelle qu'il ne faut pas négliger, elle est extrêmement importante. Le pouvoir, quand les gens vous disent que tout pouvoir vient de Dieu, c'est Libé qui ouvre parfois la Bible ici. Le pouvoir n'est pas une affaire qui vient d'ailleurs. Hein? Et donc, lorsque vous avez été dépossédé de l'onction symbolique du pouvoir, avec évidemment les constats que nous pouvons faire, c'est-à-dire que les gens décèdent au sein du gouvernement, les gens décèdent, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est des tas de membres du gouvernement qui décèdent. Il y a des démissions qui ne sont même pas, dont les remplacements ne sont pas opérés à la seconde. On vous produit des intérimaires qui eux-mêmes sont obligés de gérer double ministère, mais c'est juste incroyable. Et donc, vous avez cet ensemble de situations, vous avez parlé du Conseil économique et social tout à l'heure. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui véritablement empêche? Mais c'est pour ça que je vous dis, il s'agit de constater là des manquements constitutionnels du chef de l'État. C'est des manquements graves qui, à l'instar de ceux d'Abdallah Ouattara dont je vous parlais en Équateur, qui a été impeaché au bout de 6 mois de magistère. Et donc, cela me paraît quelque chose d'absolument grave, hein, préoccupant pour le destin de notre pays. D'accord. Ces images vues au Palais de l'Unité, François Bikoro, ces absences notables quand même, qui ne sont pas fondamentalement nouvelles, mais ça commence à courir. Le président de l'Assemblée nationale est difficilement présent, celui du Sénat est difficilement présent maintenant à des grands rendez-vous, que ce soit au Parlement même ou dans des rendez-vous comme cette présentation des vœux. Est-ce que ça ne devrait pas interroger le principal acteur lui-même, le président Biya, lorsqu'on annonce des délégations comme celle-là et qu'elles ne sont pas conduites par les présidents? Vous avez tout à fait raison. Le problème de l'agora dans notre pays sont les éléments de langage. Je voudrais saluer la famille Bush. Vous comprenez? Je salue. Allez-y, expliquez. Je salue vigoureusement la famille Bush. Il paraît que c'est la plus grande démocratie au monde. Aux États-Unis? Oui. Il y a eu 2 Bush, non? Oui. Le premier était quoi? Le père. Et le deuxième? Le fils. Il y a des débats quand vous les lancez dans l'opinion qui gênent. Ça gêne beaucoup. Parce qu'on a le problème du gouvernement. Et vous suscitez une piste de distraction qui va faire en sorte qu'on oublie que depuis 7 ans, il n'y a pas un gouvernement dans ce pays. La piste de distraction, c'est laquelle? Oui, quand on dit que le fils de tel ne doit pas attraire à ceci, et qu'on dit que c'est un danger pour la République. Là, vous répondez ça ne crée rien, je ne réponds pas, j'ajoute le débat. Vous répondez à Valérie Basse. J'ajoute le débat. Je dis que là où vous avez copié la gouvernance jacobine, parce que la gouvernance jacobine, qui fait en sorte que dès qu'il y a une élection, il faut faire un gouvernement. Tu es tout à fait d'accord, puisque ce sont les habitudes que nous avons eues. Ça peut non. C'est la gouvernance républicaine. Non, moi je suis dans la gouvernance dans le village. Quand le notable est malade, on le remplace par dans mon village. Ça c'est la gouvernance. Non, nous parlons de démocratie. Je ne parle pas de démocratie. Je ne parle pas de démocratie. Je vous dis, nous sommes ici dans la gouvernance jacobine. C'est elle qui nous a apporté ces bonnes choses. Donc quand un notable est malade, on le remplace. On ne le remplace pas. On le soigne. Comment on remplace un élu? On le remplace comment? Professeur, vous allez nous aider. À une autre élection. Très bien. Donc c'est un débat clos. Mais ce qui n'enlève pas que il est vraisemblablement absent parce que ça ne va plus. On se comprend. Il y a une élection en février, je crois, non? Non, il faut attendre les prochaines élections. Non, mais je vous dis que quand quelqu'un a été élu et qu'il est malade, il ne va pas le remplacer par un mécanisme qui n'est pas le même que celui qui l'a amené là. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc pour moi, c'est un débat qui nous distrait. En revanche, préparez-vous en mars et en février. Vous savez comment on remplace les vieillards impotents dans la démocratie. Comme tu veux un peu insister sur la démocratie. Tu sais comment on remplace quelqu'un dont tu dis que le peuple dit qu'il est fatigué, il est malade, il est absent. Tu sais comment le faire et c'est en février à mars.
C'est ce que vous enseignez aux enfants à l'université. Maintenant, il y a que nous n'étions pas habitués à voir un gouvernement durer aussi longtemps, même quand on le remplace en portion. Maintenant, je veux simplement comprendre. Quelqu'un a dit qu'il a causé avec 3 ou 4 personnes. Nous sommes dans un pays taraudé dans son flanc nord par Boko Haram. Oui ou non? Dans son flanc ouest par des bandits qui veulent saucissonner le Cameroun. Dans son flanc est, ça se dit un peu calmé là-bas. En rappelant que le président de la République est le ministre de la Défense lui-même. Je ne veux pas savoir, je veux décrire au Cameroun le tour de Cameroun qui peut amener un président de la République à n'échanger qu'avec des gens qui jouent un rôle permanent pendant que nous on débat pour débattre. Ce sont des forces de défense et de sécurité. C'est qui les gèrent. Il paraît qu'ils se voient un peu plus pendant l'intersaison que vous appelez Conseil des ministres. Je suis convaincu qu'un ministre de la Défense ne peut pas faire 7 ans sans voir le président de la République pour donner l'état de la sécurité du pays. Donc pour moi, c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Mais je dis encore que nous avons été habitués que dès qu'il y a un grand rendez-vous national, qui est le remplacement par les questions légales et réglementaires comme l'élection, que le gouvernement qui suit réponde à cette nouvelle configuration politique qui s'est mise en place. C'est à ce niveau qu'il y a des interrogations. Mais si on ajoute d'autres ingrédients, moi j'aurais été le président de la République et que j'entends ce qu'on a entendu sur le plateau, je me demande pourquoi je sers les autres Camerounais. On dit que mes enfants ne doivent pas se servir. Nous avons eu ce débat au Sud. C'est pour ça que je suis inquiet. On a fait tout un procès à Katimeba, disant que comme son père est président de la République, elle ne peut pas atteindre à un poste électif. Ah, mais il faut préciser que Valère Bessala n'est pas... Non, je ne parle pas de Valère. Je ne pas contre la présidence. Je ne parle pas de Valère. Je ne parle pas de Valère. Il a même dit qu'il n'a jamais... Il a averti la jeunesse. Oui, que il aurait pu parler des enfants des ministres qui sont préfets et sous-préfets et directeurs généraux. C'est pas là-bas sa préoccupation. Ah non, moi je ne parle pas pour Valère. Je donne la meilleure occasion comme celle-là, mais il voit plutôt quelqu'un d'autre. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait pas dans Je ne veux pas entrer là-bas. Les histoires de liste, c'est de distraction pour moi. Je vous dis que les compréhensions... Jean-Jacques, même dans nos foyers. Tu veux m'empêcher de comprendre? Non, allez-y. Je m'arrête. Non, François, c'est dommage. Je vous dis que je sors d'une région où on débat il y a 2 mois. Au point qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils vont aller en Guinée équatoriale. Parce qu'il y a des éléments langage, quand tu les mets dans le public, tu ne peux pas prédisposer la compréhension des gens. Dans un pays, nous ne sommes pas politiquement marqués. Les histoires de fils et machin, tout là, ça ne doit pas être dans le débat public. C'est la compétence. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est ceci? Quand tu mets ce genre d'éléments-là, tout le monde peut s'entendre là-dessus. D'accord. Mais si tu sors de là, le point central qui est celui d'un gouvernement qui avait l'habitude d'arriver quand il y a une élection de grande envergure comme l'élection présidentielle, il va être évacué. Parce que les Camerounais sont arrivés à un niveau dès que tu dis frère, fils, oncle, ils y vont là-bas, ici en gouffre, alors que ce n'était pas l'objet principal de ton. Tout simplement, il dit que moi je ne peux pas entrer dans ce débat. Mais je dis que nous avons été habitués, selon les principes de la gouvernance jacobine, je le répète encore, qu'à l'issue d'une élection, le gouvernement doit être la configuration de ce qui est sorti de l'élection. Mais vous avez remarqué qu'avec les conjonctures difficiles dont nous traversons, il y a eu des moments où même ce type de gouvernement, les noms arrivent qui ne sont pas la configuration de ce qui s'est passé à l'issue d'une élection. On l'a vu. Donc nous disons seulement au président de la République, lui-même est revenu jeter le pavé en disant qu'il va nommer un gouvernement dans les prochains jours. Oui. Le débat est celui de dire qu'il est absent, qu'il ne maîtrise plus la preuve, il est au tribunal avec Olivier Binet, qu'il coupe ce débat rapidement, pour mettre fin à toutes les pérégrinations qui rapidement ce gouvernement. Le débat, attention, professeur, oui. Vraiment, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, puisque le sujet est encore sur la table, juste pour dire à François, à mon ami François, parce que François est mon ami, hein. Tout à fait. On est très bon rapport. Je dis simplement que oui, l'annonce a été faite. Oui, Urbi et Orbi. Mais voyons bien que les choses ne bougent pas. Et je dis à François que quand bien même, par extraordinaire ou par miracle, quelque chose était fait,
qu'un gouvernement advenait, ce dont je doute fortement, et ça je le dis avec fermeté, eh bien, il faut considérer simplement que le constat de base qui est fait demeure, et il demeurera, il s'intensifiera avec le temps. Et donc, il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. C'est la raison pour laquelle il fallait précisément alerter le Conseil constitutionnel pour qu'il prenne ses responsabilités. Alors, ça me à ce rassure. niveau. Seulement que le gouvernement soit... Et le souhait. Non, mais La requête porte sur la destitution du président de la République. On met cela en sous-thème. Sur cette question, on voit bien que François est en train de nous convaincre de ce que le débat sur la présence ou l'absence, sont-ils malades ou pas, du président de l'Assemblée nationale du Sénat est hors sujet aujourd'hui, parce qu'il y a une élection qui arrive et c'est là-bas qu'on peut les remplacer. Sauf qu'entre-temps, il y a quand même eu des élections sénatoriales et on a vu que le président Niat a été reconduit malgré l'état de santé qui était pratiquement qui était inquiétant. Ce que Bikoro a dit est très important pour que les gens comprennent que ils sont victimes, si jamais ils sont victimes de quelque chose, c'est leur propre responsabilité. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez eu des élections. C'est à l'occasion de ces élections-là que vous aurez dû prendre en considération tous les éléments. Il est en train de nous dire ce que je dis depuis. Ne nous amusons pas avec les élections. On élit des gens de façon très superficielle. On vous a donné quelques maquereaux, vous élisez déjà, et puis après vous vous étonnez qu'ils ne sont pas à la hauteur des missions. L'élection présidentielle, j'ai tout fait dans cette chaîne pour que longtemps à l'avance, elle soit au cœur de nos préoccupations ici. Et cette chaîne m'a donné la possibilité, et je remercie cette maison, parce que j'étais dans la même logique que Bikoro. Les élections arrivent, prenons nos responsabilités. J'ai rappelé ici que la Bible ne ment pas. Ce qu'elle dit s'accomplit toujours. Moi, je ne connais pas une seule chose que la Bible a dite. Et il s'est avéré que les choses se sont faites autrement. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste chapitre 3, je ne vais pas tout lire, c'est long. Heureusement. Du premier verset jusqu'au verset 8. Il y a un temps fixé pour tout. Il y a un temps fixé. Oui, un temps pour tout affaire sous les cieux. Et le sage commence à décliner les différentes variables. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui a été planté, etc., etc. Il y a un temps pour mettre le président. Il y a un temps pour l'enlever. Il y a un temps pour comprendre que le président ne pourra pas être à la hauteur. Si vous laissez passer ce temps-là, vous allez subir. Parce que dans Exode, chapitre 18, verset 21, Jéthro, c'était le sacrificateur à cette époque. Il était chargé de faire des sacrifices à Dieu. Il dit à Moïse, il était le beau-père de Moïse. Moïse qui était le guide. Il lui dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. La capacité, ici, elle est globale, intellectuelle, physique et tout. Il ajoute d'autres qualités qui ne relèvent pas de la capacité physique et intellectuelle. Il dit, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et il commence, établis-les sur eux comme chefs des 1000, des 100, des 50, des 10, tous les degrés de la chefferie. Les hommes capables. L'organisation. On va à une élection. Des gens qui ont été formés.
que le président a préparé, nous on le pensait, 43 ans durant. Ils sont incapables de dire, papa, nous pouvons continuer ton travail. Eux-mêmes abdiquent. Moi je sais que ce sont les vieux chefs qui abdiquent. Mais ici nous voyons des jeunes qui abdiquent. Ils disent non, on ne peut rien, c'est toi. Le président est fatigué. Il y a eu ce débat ici. Il y a quelqu'un au monde à 92 ans qui n'est pas fatigué. On a voulu nous démontrer par tous les moyens ici que le président est en super forme. Voilà un juge de 92 ans à qui on veut confier l'affaire Maduro aux États-Unis. Mais même aux États-Unis et le reste du monde commence à dire, mais ce juge à 92 ans, il est toujours en service. Le juge à 92 ans, il a 92 ans, non? Voilà. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, le juge devant qui Maduro est parti comparaître. Mais non, le Oui, bravo. Mais le mal est contagieux. Si on regarde d'ailleurs, on voit que les gens sont 92 ans candidats aux élections. Demain, les gens auront 100 ans. Ils seront candidats. Mais pourquoi vous croyez qu'aux États-Unis, c'est Dieu qui a pris, il a créé les gens là-bas différemment? Il a créé, nous sommes tous créés au 7e jour. Mais on est d'accord que la procédure, par exemple, celle initiée par le professeur Billet, n'attend pas la fin d'un mandat. Non, la question d'Olivier Billet est une autre chose. Oui. Olivier interpelle les gens. Il veut montrer que on vous avait dit. Vous avez refusé de voir. Voici donc maintenant la situation. Il sait qu'il n'aura pas gain de cause. Non, moi, le débat sera ouvert. Il le sait. Parce que ceux à qui il demande de prendre acte de la vacance ou bien de l'incapacité de payer, eux-mêmes sont des gens à qui on devrait donner, reconnaître l'aspiration. C'est Clément Atamala qui doit. Je ne veux pas, Non, mais je ne veux pas que papa Clément Atangana sorte de sa maison pour aller au travail. Il a travaillé, il a formé les gens, il nous a enseigné, il nous a montré la voie à suivre. Au nom de quoi nous sommes incapables de continuer. J'ai dit tout à l'heure, Emma Basile a été délégué. Il a construit un hôtel de ville digne de ce nom. Expliquez-moi, au nom de quoi dans ce pays, personne ne peut imiter Emma Basile? C'est quel genre de société que nous avons? Et ils sont jeunes. Je ne personne. À Douala, tous des Sawa, délégués du gouvernement d'abord, ensuite maire de la ville. Il y a une maquette qui est posée à la salle de Kokou. Kokou Otobi a pris la peine de faire. Il n'a pas réalisé. Personne après lui. On ne trouve pas de terrain. Personne ne voit où il peut construire. Mais les hommes d'affaires voient les terrains tous les jours à Bonanjo. Ils arrachent le terrain privé de l'État. Et ils construisent leurs immeubles qui leur appartiennent. Nous, qui devons bâtir pour l'intérêt général, on ne voit pas. D'accord, il est mis over. La Bible ne ment pas. D'accord, on est d'accord. Elle nous a dit de choisir parmi le peuple des hommes capables. Nous avons décidé de choisir des hommes malades, des hommes fatigués, des hommes vieux. Nous allons boire ça jusqu'à la lit. Quand l'opposition parle, on dit que non. Maintenant, qui sont ceux qui se plaignent? Vous croyez que moi je me plains qu'on n'a pas fait le gouvernement? Papa bien ne fait pas de gouvernement. Reste comme ça. Reste. Ça ne te dérange pas? Oui, ceux qui sont là, c'est eux qui ont dit que tu n'étais pas fatigué. Tout à fait. C'est eux qui publient tes photos à la maison, on montre les dossiers partout, dans le canapé. Donc pour nous montrer que à la maison, on était reposé, causer avec Chantal, des affaires de la famille, recevoir les gens pour leur donner les conseils sur la gouvernance. On t'apporte des piles de dossiers. Je ne veux pas qu'un homme de 92 ans ait à lire les dossiers.